Quand j'ai démarré, il y a à peu près 3 ans de ça, mes réflexions en fait sur les dessins de naturalistes, voir que toute cette diversité était à portée de nous dans la nature, c'était assez extraordinaire. C'est quelque chose qui me passionnait beaucoup. Je m'intéresse beaucoup aussi à des choses comme des choses qui certainement ont marqué mon enfance, comme ces planches de Dérolle que l'on avait en école primaire sur des grands panneaux et qui décrivaient en fait tout ce qui nous entourait pour nous apprendre à connaître un petit peu toute la nature, l'anatomie, avec des forces de description de choses. Et je trouvais ça assez fascinant. C'était rempli de détails, etc. Donc j'ai commencé à vouloir dessiner ces planches naturalistes dans l'esprit donc des gravures du 19e, mais en créant mes propres espèces. Peut-être pour compenser déjà un petit peu à l'époque ces espèces qui commençaient à disparaître. Donc mes premiers travaux en fait étaient sur des petits formats de ce type où je travaillais. J'ai commencé par travailler d'abord au rotring, puis à la plume et à l'encre, en créant des personnages donc, qui étaient des personnages hybrides, puisque c'était des espèces de mon imaginaire sur lesquelles je rajoutais une légende qui permettait de rajouter encore plus de véracité et un côté anecdotique à ces espèces. Donc ça a été en quelque sorte un petit peu le démarrage de mes travaux actuels sur un travail assez long qui pourrait s'apparenter un petit peu au travail de la gravure, dans le travail de la plume, du croisement du trait, pour donner le relief, etc. J'ai vraiment le besoin de fouiller dans notre histoire, dans tout ce qui nous entoure, et une influence aussi de choses qui ont constitué en fait ma culture, on va dire, iconographique. Par exemple, le travail d'Hokusai en fait partie aussi, dans le... Hokusai, donc, qui est un dessinateur japonais du 18e, qui a fait une quantité énorme de dessins sur ses contemporains, avec un œil vraiment très acéré sur la façon de percevoir l'expression de ces personnages, leur attitude, et dans un trait extrêmement épuré, le choix de travailler sur 1 à 2 couleurs maximum sur du papier. Hokusai a fait partie, et fait toujours partie de mes sources d'inspiration, on va dire au niveau plus de la technique et du travail graphique. Il y a aussi évidemment le Caravage, qui a toujours été un de mes peintres favoris. Ce travail de l'éclairage, de l'expression très acerbe, voire quelquefois un peu violente. C'est quelque chose aussi
que j'essaie de rechercher dans le travail de mes personnages, hein, d'avoir quelque chose une expression qui accroche, qui peut déranger aussi quelquefois. Mais au-delà de cette culture, on va dire, un peu traditionnelle, on va dire, dans la peinture, il y a aussi tout un environnement beaucoup plus populaire, c'est-à-dire la bande dessinée. Ça passera aussi par la mode aussi, parce que la mode fait aussi partie de notre environnement. Il y a aussi des photographes sur lesquels je fais référence de temps en temps. De la même façon que je peux mélanger des univers très différents entre la bande dessinée, la mode, l'ethnologie, j'aime bien aussi mélanger les sources de langage et les époques, en fait, pour recréer pour enrichir mes personnages. Quand j'ai créé mes premiers dessins, je les appelais les contes sauvages. Ils racontaient des histoires d'humains, mais qui étaient hybrides. Alors, on pouvait soit les voir comme des animaux qui devenaient très, très humains, ou des humains qui avaient quelquefois un côté un peu bestial. Ces dessins petit format sur lesquels j'avais commencé à travailler, j'ai ressenti le besoin de leur donner encore plus de présence et de réalité, et en agrandissant le format et en traitant mes nouveaux personnages quasiment à taille réelle. Ça me permettait de leur donner de la présence par rapport aux visiteurs, aux spectateurs qui étaient confrontés à eux. J'utilise un papier spécifique qui permet d'être marouflé sur un tissu et qui donne la rigidité au papier, hein, qui serait beaucoup trop fragile sur une longueur comme ça. Sinon, donc ici, ce personnage-là, le dessin que j'ai intitulé Un pas de côté, hein, qui est une sorte de forme chorégraphiée d'un personnage qui joue avec un autre personnage issu de notre enfance. Hein. Ce personnage qui danse joue aussi sur l'idée du transgenre, toujours de la différence, mais d'une façon gaie. C'est le but, hein, de toujours cette façon gaie, enjouée d'aborder la différence. Faire d'abord des tests, des croquis,
C'est important que l'attitude fonctionne très bien avec la tête, avec le visage, parce que je ne veux pas tomber dans le côté grotesque, absurde, où il y a quand même une volonté de rester quand même dans l'esthétique pour qu'on rentre vraiment dans le personnage. Et que quand je vais travailler sur le grand format, il n'y a pas grand-chose qui va bouger, en tout cas au niveau de la forme générale. Travailler justement sur la différence, sur l'identité, pourquoi on juge tel profil normal et tel autre non, ne faisant pas partie de la normalité, pourquoi de façon générale on accepte, la société a du mal à accepter la différence, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui dans mes dessins, des contes sauvages, donc plus dans les kakémonos. Et je pense que cette réflexion aussi peut-être participe en partie aussi sur le travail que j'ai prolongé avec mes espèces en voie d'apparition. Mes espèces d'apparition sont un petit peu différentes de mes kakémonos dans la mesure où je reprends les codes du naturalisme, du muséum. Ce sont des petites boîtes vitrées dans lesquelles je présente de nouvelles espèces, de nouveaux spécimens. Je pense que j'ai beaucoup de mal avec l'idée de perte, d'éloignement des choses, de perte des choses. Je ne suis ni scientifique, ni anthropologue, ni ethnologue, mais moi, à mon niveau, je me suis dit que la seule chose que je pouvais faire, c'est proposer peut-être des espèces en voie d'apparition pour contrebalancer celles qui disparaissent. Je veux rester vraiment dans cet univers-là, à la fois de collection, de muséum, de répertoire des espèces, etc. Donc je reprends vraiment tous les codes propres au muséum d'histoire naturelle. Le spécimen numéro 18, puisque ils sont tous numérotés sur un planisphère d'abord, et puis dans un livre. Ce spécimen-là, que j'ai appelé Leporidae lagomorpha de Singapour. Pourquoi Singapour? Singapour est une ville gigantesque, mais qui a la particularité pour une grande ville comme celle-là d'avoir une surface végétale assez importante, avec beaucoup de jardins. Ce qui est assez étonnant pour une grande ville, une mégalopole de ce type. Donc pour moi, c'était évident qu'il y avait forcément des espèces, on va dire, des espèces que l'on peut croiser dans d'autres pays, ici en pleine ville, mais qui vivent, qui ont su s'intégrer dans le contexte de cette ville très urbanisée et à la fois extrêmement développée au niveau électronique.
Mon travail fonctionne beaucoup par, on va dire, par collection, peut-être parce que j'ai vraiment une habitude d'accumuler, de collectionner. Donc je pense que c'est ce qui a peut-être aussi déclenché mon besoin de collectionner des histoires, mais là, cette fois-ci, des histoires réelles de civilisations très diverses dans le monde entier. Pour cette démarche-là, j'ai utilisé un matériau différent, qui est la céramique. Alors pourquoi la céramique? La céramique est, on va dire, c'est une des bases dans les fouilles archéologiques. C'est ce que l'on retrouve, c'est les vestiges des civilisations, hein, quand on fait des fouilles. Et la céramique parle beaucoup, souvent dans les fouilles archéologiques, du mode de vie des civilisations qui ont vécu là, qui parlent de ce qu'ils conservaient dans ces céramiques, est-ce que c'était de l'alimentation, est-ce que c'était des choses précieuses, etc. Donc la céramique est porteuse de beaucoup de messages. En même temps, c'est la terre, hein, c'est la terre nourricière, donc c'est quelque chose qui vraiment touche aux racines des civilisations. Ces céramiques vont baliser des histoires dans le monde entier, de différentes civilisations. Ce sont des histoires vraies. Cette fois-ci, je ne suis plus du tout dans la prospective ou dans l'imaginaire. Le but étant de recenser des histoires de civilisation. Alors, ça peut être, on peut parler d'une seule personne dans un endroit du monde, une ethnie, un village, une ville, une civilisation, mais des civilisations, des personnes qui arrivent en fin de vie ou qui continuent à exister, mais de façon très précaire, on va dire, et dont j'avais envie de parler. Les histoires que j'aborde, ce sont des histoires très positives de gens qui ont construit des choses, qui se sont adaptés avec une imagination, une inventivité incroyable, ou une force, ou une volonté. Et pour toutes ces raisons-là, j'ai envie d'en parler et de mettre en avant ces histoires-là. Alors, comment ça se passe? Ma céramique sert de support pour peindre les histoires que je souhaite conserver. Et elle va servir aussi de contenant. Je vais écrire cette histoire sur un petit parchemin que je vais déposer à l'intérieur de la céramique et qui sera visible par la personne qui va récupérer la céramique. Donc c'est une façon aussi de transmettre des histoires, de les conserver et de les transmettre. La façon dont j'ai construit certainement là où j'en suis arrivée aujourd'hui est certainement liée aussi à ce que j'ai connu dans mon enfance. De l'âge de 7 à 14 ans, mes principaux copains de jeu étaient des adultes handicapés. Les personnes anormales, pour moi, c'était ma normalité à moi. Ce que permet l'art, c'est de pouvoir imaginer sans limite, de créer, de rêver, et peut-être aussi de transmettre quelque chose pour donner à penser ou à réfléchir peut-être sur certains sujets.